Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment Félix Tshisekedi a-t-il réussi son hold-up parlementaire et pourquoi faire? D'abord, pourquoi le président Félix Tshisekedi a-t-il réussi son hold-up parlementaire? C'est pour trois constats. Son premier constat est personnel. En effet, depuis des ans déjà, il a lui-même constaté qu'il n'avait pas de crédibilité et que sa crédibilité à la tête de ce pays devenait de plus en plus problématique. D'autant plus que Joseph Kabila tirait les ficelles derrière. Et que son quinquennat serait compromis. C'est-à-dire qu'il est là, il est président pour rien. Et puis encore, il risquait sa vie. Donc il risquait d'être assassiné. Comme le fut le cas de Emery Patrice Lumumba. Comme fut le cas de Laurent Désiré Kabila. Voilà le premier constat personnel que le président Félix Tshisekedi l'a constaté. Le deuxième constat est politique. En effet, il a constaté que la coalition UDPS Cash FCC était quelque part comme une voie sans issue, un piège qui pourrait se retourner d'abord contre lui-même, Félix Tshisekedi, et aussi le peuple congolais. Donc la coalition là devenait potentiellement et structurellement problématique pour Félix Tshisekedi lui-même, pour son pouvoir, pour sa vie et, n'oublions pas, le peuple congolais. On était là au cœur des intérêts particuliers et partisans et non dans le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble, du patriotisme, non. En conséquence, Félix Tshisekedi n'avait pas de marge ni parlementaire pour légiférer les lois, ni gouvernementale pour mener l'action de sa politique. Donc c'était comme quelqu'un qui n'a qu'un cerveau, mais il n'a pas de main, ni de pieds ou autre, donc il est attaché. Il était là, comme là. Et le troisième et dernier constat, c'est que pendant ces 2 ans, en plus de ces premier et deuxième constat précités, mais il y avait le troisième constat. Donc il a remarqué il a constaté qu'il y avait certainement un deal, un marché, un fonds de commerce entre le système Kabila, le Rwanda, l'Émité nationale et la MONUSCO, c'est-à-dire la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et que ce deal-là était non seulement problématique pour son pouvoir, mais également pour ce peuple. Parce que lui, il pense qu'il est venu là quelque part servir le peuple, mais il n'a pas de moyens de le servir. Et qu'il y a quelque chose, une mémoire qui est entre Joseph Kabila, l'Émité nationale
et la MONUSCO pour exploiter les ressources gigantesques de la République démocratique du Congo en laissant dans ce peuple-là qu'il y ait des cadavres. Donc depuis 1999 jusqu'à nos jours, on parle plus de 20 millions de morts. Et notamment dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis l'Utiri, en passant par le nord et le sud Kivu. Vous l'avez tous constaté. Et donc, il se sentait que donc, nous sommes là dans un pays occupé. Mais comment récupérer notre pays des mains des occupants rwandais et leurs partenaires multinationaux internationaux? Et donc là, il s'est retrouvé quand même dans un problème de lui-même déjà, de conscience et politique. Donc il sait bien qu'il a la réalité là. Donc pour résumer les trois premiers constats, le premier est personnel. Il s'est rendu compte qu'il serait en danger. Qu'il avait signé le pacte avec le diable. Qu'il pourrait perdre sa vie. Et que son quinquennat serait problématique. Le deuxième constat est politique. Il sait qu'il n'avait aucune marge de manœuvre pour mener une politique d'un président de la République. Et troisième constat, c'est qu'il a vu que bon, ben, le pays-là n'appartient plus aux Congolais. Il est sous les mains des occupants qui l'exploitent comme une colonie. Et que les Congolais sont là que pour pleurer. Voilà pour les trois premiers constats. Alors, comment a-t-il ou est-il arrivé à son hold-up parlementaire, c'est-à-dire arriver à une majorité présidentielle nouvelle, c'est-à-dire à l'union sacrée, sans élection nationale? C'est un chef-d'œuvre. Comment transformer une minorité en majorité dans une coalition politique? Là aussi, le président Félix Tshisekedi a eu recours à trois constats. Son premier constat, c'est qu'il a vu au sein de cette coalition UDPS, CASH, FCC, il a vu qu'il y avait malaise, une sorte de malaise, c'est gêne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait le malaise est total entre les députés et tout le monde. Il y avait quelque chose de malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la population ne cesse de les charger. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que vous avez vendu votre âme aux étrangers? Et donc, il y avait le malaise. Donc ça, il l'a constaté depuis des ans déjà. Le deuxième constat, c'est que bon, ben, il a su que au sein, pas de son parti, non, surtout de la coalition CASH FCC, qu'il y avait des patriotes congolais qui se sentaient aussi qu'on est occupé. Et qu'il savait bien qu'au sein de cette coalition, il y a ceux qui jouaient le jeu de Joseph Kabila, des multinationales, des étrangers, des Rwandais, et ceux qui étaient vraiment une majorité silencieuse. Donc il y a une majorité silencieuse, il y avait une majorité silencieuse au sein de CASH FCC. Il y avait une majorité des Congolais silencieuses. Mais comme ils étaient bloqués dans un pacte de coalition qui a mis Joseph Kabila en repos et laissé-lui comme un président d'honneur, je ne sais pas ce que ça veut dire, quelqu'un qui a tué des millions de gens, bon, bref. Donc on a cette coalition qui a consisté à mettre au pouvoir Félix Tshisekedi dans le contentieux post-électoral est toujours d'actualité. Bon, donc, dans cette coalition, il y a des patriotes congolais qui se disent non, il y a quelque chose qui ne va pas, le pays est occupé,
et qu'il faut faire quelque chose. Mais ils n'y pouvaient pas parce qu'ils étaient entourés dans un genre de deal, de quelque chose qu'on ne peut pas. On boude à l'intérieur, mais on ne peut pas agir. On lui est de se soumettre à la volonté générale, qui consiste de dire que dans ce pays, euh, Félix Tshisekedi ne joue que la figuration. Donc le vrai pouvoir n'est pas du côté de Félix Tshisekedi, mais du côté des officines politiques d'appartenance à Joseph Kabila et de ses partenaires étrangers, donc les multinationales, le Rwanda et tout ce que vous avez connaissé de la MONUSCO qui jouait le rôle de complicité et autres là, donc vous avez tout compris. Le troisième et le dernier constat, c'est que pendant ces 2 ans, Félix Tshisekedi oui, il a dû faire du renseignement. Hein. Il a vu que, bon, ben, en fait, le cash FCC n'était pas majoritaire dans ce pays. Ils n'étaient pas majoritaires. C'est une minorité dans l'Assemblée là. Dans cette coalition, ils étaient minoritaires. C'est-à-dire ceux qui étaient pour l'intérêt général étaient majoritaires. Étaient majoritaires. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt des étrangers, l'occupation étaient minoritaires. Donc il a constaté ça à l'intérieur. Donc on parle d'abord d'un malaise et qu'à l'intérieur de ce malaise, il y a des patriotes. Et à l'intérieur des patriotes, on a constaté que ceux qui étaient pour qu'on met fait à cette situation étaient plus nombreux que ceux qui voulaient continuer le kabylisme et tous les systèmes qui, comme il fonctionne pour préparer 2023 pour qu'ils reviennent au pouvoir pour continuer à démolir ce pays, à l'occuper de plus en plus. Donc il y a eu genre de nationalistes et tout compagnie qui sont mélangés dans cette coalition qui est arrivée à ce niveau, à ce constat-là. Donc vous avez compris, donc sur le comment il en est arrivé, donc il y a eu 3 constats. Le premier, il a constaté que pendant 2 ans, il y avait un malaise, malaise général au sein des députés et tout ça, que cette situation ne pouvait plus durer comme ça. Deuxième constat, c'est qu'il a vu qu'il y avait des patriotes, les gens qui étaient là pour le sens de l'intérêt général. Le pays-là ne mérite pas ça. Le pays-là doit se développer. Nous avons tout pour réussir et devenir une grande puissance économique et militaire d'Afrique. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, ils ont dit ça. Troisièmement, il y a cette majorité qui est anti-Kabila, en fait, qui est là. Donc, il fallait la fédérer. Comment la fédérer? Et c'est là que tout s'est passé en désacte. Tout s'est passé en désacte. Après ce constat, donc tout s'est passé en désacte. Le premier acte, c'est-à-dire, Félix Tshisekedi a d'abord joué au con. Jouer au con. Pour faire le con. Tu es un con. Un con, c'est pas un imbécile. Hein. Un con, c'est celui qui a tort ou raison, peut changer d'avis. Alors que l'imbécile, non. Donc il a joué au con. Laissez faire là. Ils l'ont insulté, ils ont fait ceci. Bon, ils disent, oh oui, c'est un président de merde, n'importe quoi. Donc, les gens de la coalition se sont amusés de lui. Donc, lui, il a laissé faire. En même temps, il travaillait dans l'ombre pour se renseigner d'eux, pour faire tout ce qu'il a fait, tout ça. Donc, il a maintenant tout ce qu'il voulait d'eux. Il sait maintenant comment fédérer, comment diviser, comment... Donc, il sait maintenant, il a travaillé un travail de l'homme pendant 2 ans. Et donc, tout ce monde-là était déjà piégé sans savoir qu'ils étaient piégés. C'est-à-dire, toute cette coalition. Donc, ils savaient qui est patriote, qui n'est pas patriote. Qui est pour que le système Kabila continue à démolir ce pays, qui ne l'est pas. Donc, ils le savaient déjà. Et c'est là qu'il est passé au deuxième acte pour en arriver à la majorité présidentielle nouvelle, c'est-à-dire à l'Union sacrée pour le développement de la République démocratique du Congo. Et là, il a utilisé une méthode aussi simple que ça. Ce qu'on appelle, quand vous mangez l'artichaut. Vous connaissez, il y a un produit qui s'appelle, un fruit qui s'appelle l'artichaut. On le mange feuille par feuille. Si vous le mangez d'un seul coup, vous pouvez vous engloutir. Donc,
Félix Tshisekedi a joué, a mangé la coalition là, feuille par feuille, comme l'artichaut. Donc quand vous êtes à table, on vous sert l'artichaut, vous êtes en Occident, si un jour vous venez en Occident, vous mangez en Occident, prenez l'artichaut feuille par feuille, vous enlevez comme ça, feuille par feuille. Mais si vous le mangez comme ça, vous allez vous engloutir. Donc là, on fait ça comme feuille par feuille. Et en feuille par feuille, ça s'est passé en 5 plans. Suivez ces 5 plans-là. Le premier plan, il a divisé son parti, l'UPDS, de l'autre parti, qu'on appelle Cash FCC. Donc la seconde, le parti est revenu sur lui. Bon, laissez là-bas. Donc il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, il y a eu de tout. Ceci n'est pas tombé. Donc le parti est déjà souillé, n'est plus souillé, il est maintenant là, il n'est plus là-bas. Laissez-le là, ce sont les étrangers où ils jouent leur truc là. Donc certains au sein de cette coalition, la partie de l'autre coalition qui est restée, ils ont dit ah non, je ne vais pas mélanger comme étranger. Je ne vais pas identifier comme étranger. Donc FCC et CAS devient comme les trucs des étrangers qui sont contre le Congo. Ah non, je ne suis pas contre le Congo. Ah non, 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 non. Donc ils savaient déjà. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, après avoir réussi à diviser ça pour récupérer son parti qui l'aide pour aller jusqu'au bout, après passer au deuxième plan. Le deuxième plan, c'est que là, la partie restante, c'est-à-dire Cash FCC. Caméré déjà en prison, donc le système est déjà instable. Il n'y a plus de. Voilà. Il n'y a plus les Sadari, les deux, on ne pèse pas. Celui qui pèse, c'est Caméré. Et donc là, Caméré est déjà en prison par rapport à ses erreurs politiques et tout compagnie. Voilà, donc ça ne valide pas. Hein. La politique, c'est un jeu cérébral. Là, on place des pions et on joue en couronne. Voilà, donc il ne faut pas jouer à la politique. Hein. Il ne faut pas venir jouer aux émotions, aux sentiments. Non, hein. C'est un jeu cérébral. Là, on place des pions, on joue dans le jeu d'échecs. Regardez le jeu d'échecs. Si vous jouez en jeu d'échecs, vous connaissez jouer les jeux d'échecs, de dames, vous pouvez comprendre comment fonctionne ce système politique partout. Il y a lecture existée. En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais certains ont placé que leurs intérêts particuliers partisans. D'autres, il y a les intérêts particuliers partisans, mais beaucoup ont mis aussi du côté de l'intérêt général. Donc, au lieu de rester que du côté des conflits d'intérêts. Or, certains ont resté que là, bon, on reste du côté des intérêts particuliers partisans et des conflits d'intérêts. Et là, quand vous avez des gens qui aiment leur pays, vous êtes du pain béni pour ces partis-là pour vous démolir. Et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Donc, Cash, déjà, après c'est neutralisé, donc il reste la partie FCC, et qui est majoritairement composée d'étrangers. Les députés étrangers, comme l'on dit, qui sont les plus durs de l'occupation, qui sont pour l'occupation. Donc les deux aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il savait bien que le système, la coalition Cash et FCC est déjà instable. Donc, il faut aller au troisième plan. Le troisième plan, c'est-à-dire demander la consultation. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit là-bas, on ne sait pas qu'est-ce que les autres ont dit. Donc ça crée le bazar partout. Tout le monde, tous les gars de ce pays sont passés. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont cherché à faire du chantage, les gars de FCC et autres. Là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et donc, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Les consultations nationales aboutissent à une dynamique qui est au niveau de l'opinion nationale, les gens commencent à donner une certaine crédibilité à Félix Tshisekedi. Ah ben oui, il a demandé ça, c'est jamais vu. Au lieu d'aller faire les dialogues à la con, n'importe quoi, comme ça se passe de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, chez moi,
où on essaie des dialogues à la COP pour que ça reste là, à démolir, à détruire, à humilier le Congo, l'Afrique et tout le monde. Et donc il est là, hein, donc vous avez tout compris, mais là on demande la consultation à tout le monde. Donc il devait prendre une décision. Et la décision là, avant cette décision, il a passé à la quatrième plan, c'est-à-dire demander la pétition. Il savait bien qu'il y avait déjà des renseignements, il savait bien qu'il y avait 264 ou 35 ou 264 députés qui étaient déjà pour lui. Que non, cette situation ne va plus continuer par rapport au constat que je vous ai dit précédemment. Les 3 constats précités. Donc, certainement, il y avait 264 députés sur 404 ou 500 qui étaient là. Donc il a dit à ça, tiens, il y a 500, voilà, ok. Maintenant, il reste les autres, comment les convaincre? Mais il y a un problème de statut social, de rang social, de beaucoup de choses que les gens disent, ah tiens, si il ne réussit pas, il peut arriver à une dissolution. Au vu de la situation, je risque de perdre mon poste de député, de statut social, de rang social et autres. Non. Je me soumets à la dynamique, d'autant plus que c'est elle utile pour l'intérêt général. Pourquoi jouer contre les étrangers? Autant donné que moi, ces députés ils sont des vrais Congolais. Même il y a eu d'autres qui ont cherché d'être tabassés, menacés, tout ça, ça n'a pas marché. Donc la pétition dit, ah, nous avons 264 députés qui ont dit oui, qui sont pour cette union sacrée. Oh, ça a dû perturber plein de gens là-bas. Donc il y a eu des alliances, il y a eu des... Oui, il y a aussi des... Il faut dire que derrière ça, il y a la réalité culturelle. Hein. Hein, il y a la réalité politique, il y a beaucoup de choses là. Hein. Donc ils sont mêlés là. Donc. Et de cette pétition, on arrive à ce qu'on a fait hier. Donc, la dynamique. Et donc on vote sur 480 combien euros. Et puis il y a 281 qui sont, voilà, donc eux ils ont les 200 qui sont restés. On ne va pas les considérer comme des étrangers, mais ils sont déjà aujourd'hui, quelque part, pour le peuple, ils sont sous surveillance. Est-ce que c'est des gens qui vont faire le jeu politique pour l'intérêt du pays? C'est ça le jeu. Et donc là, il se retrouve avec une majorité qui va le conduire ou à former un gouvernement qui lui-même va maintenant contrôler des A à Z. Donc, si l'ancienne Assemblée nationale est dissoute, il y aura maintenant une coalition qui va fabriquer les lois, mettre des décisions, tout ça là, qui vont être accompagnées par le gouvernement qui lui-même va former. Et toutes certaines personnes vont se barrer déjà à l'étranger, l'exil. Hein? Donc il y a tout un chamboulement là, il y aura des règlements de compte, il y aura des nouvelles alliances, il y aura des compromissions, il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont se passer d'ici peu. Donc là, quelque part, je peux dire au niveau politique, j'ai dit bravo Félix Tshisekedi. Enfin, mesdames et messieurs, peuple congolais, l'union sacrée, pourquoi faire? En fait, d'après les sources que nous avions, hein, que j'ai reçues d'autres réseaux, donc l'union sacrée là d'abord, c'est pour sécuriser le pays. Sécuriser le pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le pays c'est comme un corps sans anticorps. Le pays là, la République démocratique du Congo, c'est comme un corps sans anticorps. Donc il faut sécuriser le pays. Donc sécuriser le pays, c'est qu'ils vont prendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Parce que d'après les sources que nous avions, il dit au temps de Mobutu, on avait des avions de guerre, on avait des hélicoptères, on avait tout ça. Si on nous attaque, on va le faire. Comme d'autres disent, non, et maintenant là, avec ce gouvernement, s'il y a des problèmes qui se passent en République démocratique du Congo, du côté l'Est, ils vont maintenant former, les militaires sont déjà bien formés, les pilotes de chasse et autres, ils vont bombarder. Si même aller jusqu'au Rwanda, rentrer dans le territoire rwandais, ou en Ouganda, ils iront. Et l'Ouganda et le Rwanda ne pèsent pas devant une grande puissance militaire qui est en train d'être construite, qui va se construire. Donc il y a eu
L'enjeu pour eux, c'est sécuriser les territoires, deux, prendre le contrôle de l'exploitation des ressources naturelles, trois, mettre une politique de développement. Enfin, trois priorités. Sécuriser le pays en formant une nouvelle armée. Parce qu'on n'a pas eu une armée depuis que Kabila et tous les systèmes les empêchaient. Donc c'était la MONUSCO, MONUSCO qui faisait sa loi. Avec le nombre des militaires, mais il y avait toujours des morts, des morts. Donc il demande à la MONUSCO, partez, allez-y, allez-y. Bobima, 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 tous les Guinéens système. Bobima. Donc ils vont former leur propre armée et sécuriser les territoires. C'est l'enjeu. Et acheter les armes de guerre, les avions de chasse, les hélicoptères de guerre et autres. Donc là où il y aura les troupes là-bas, ils vont les bombarder, ils vont les tuer. Ils vont faire ça. Ces gens-là. Donc le Rwanda et l'Ouganda sont en danger. Et reprendre le contrôle de l'exploitation des matières premières, que je vais vous en parler. Et puis la politique de développement. Mesdames et messieurs, en effet, vous savez que la République démocratique du Congo est une puissance militaire et économique en dormance. Et pour rafraîchir votre mémoire, ou pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est situé en Afrique équatoriale, Afrique centrale. Excusez-moi. Ce pays a une superficie de 2 345 000 km². C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie. Ce pays a une population qui est aujourd'hui la troisième peut-être d'Afrique, après le Nigeria et l'Éthiopie. C'est doit être le troisième au niveau de population de plus de 90 millions d'habitants. Ce pays a le premier réseau hydrographique du continent, le deuxième du monde parce qu'il a aussi le fleuve, le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazonie, le fleuve Congo. Ce pays a le plus grand réseau forestier d'Afrique, puisqu'il est là dans le bassin du Congo. C'est lui le maître d'orchestre du bassin du Congo. Il y a le réseau hydrographique d'Afrique et deuxième du monde. En termes de biodiversité, faunistique et floristique, des plantes médicinales et de toutes les technologies pharmaceutiques de demain. Ce pays est aussi le premier d'Afrique en termes de terres agricoles. Ce pays, enfin, est au premier rang mondial des réserves en minerais et en terres rares nécessaires à notre technologie civile, politique et militaire. C'est la caverne d'Ali Baba, 60% des réserves mondiales. Là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba. Du fer, de l'uranium, du manganèse, du cobalt, du coltan. Je ne peux pas vous en citer. C'est un scandale géologique. Et ces ressources-là, depuis 20 ans déjà, n'ont plus été exploités par ce pays. Ils ont laissé ça aux mains des multinationales et qui l'ont pillé, et en apportant ces gens-là que désolation, c'est-à-dire du sang et des larmes. Maintenant, ils ne veulent pas, ils veulent maintenant récupérer leurs ressources. Là. Premier rang mondial des terres rares. Là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba. Des pierres précieuses, des diamants, de l'or, de tout. Du cuivre. Attends, je ne peux pas vous en citer. Surtout l'axe là. L'axe qui part de l'Ituri.
en passant par les Kivu là, Maniema, Tanganyika, jusqu'au Katanga, tous ces couloirs-là. Et là, c'est la caverne des minéraux. Si on voit au milieu, là, les bois, les... Ah non, non, je ne vais pas vous faire citer passer les gens qui savent. Donc, ils veulent récupérer leur pays et pour gérer eux-mêmes leurs ressources. Et donc, ce qu'ils vont, c'est faire que sécuriser le pays, pour d'abord le contrôle politique, puis sécuriser le pays, là, et puis attirer les investisseurs qui vont venir, qui eux-mêmes vont être là pour contrôler l'exploitation totale des ressources de leur pays. Bien entendu, pour avoir une augmentation des prix des matières premières, mais c'est comme on dit, l'économie, le développement durable, mais aussi le commerce équitable. C'est pourquoi depuis que Internet est arrivé, depuis bientôt 30 ans, que tous les ordinateurs et tous les matériaux, nous avons bénéficié de ça partout, les téléphones portables et tout ça, tout ce qui est des technologies là, nous avons quand même eu à bas coût grâce à ce pays. Et là, ils veulent le récupérer eux-mêmes, donc il y aura une petite marge d'augmentation des prix de matières premières, mais ce pays-là va en retour avoir plein de tout. Vous savez que c'est le premier pays culturel, le premier pays francophone du monde. C'est le premier pays où il y a la musique, les rythmes de tout ce qui s'est passé. C'est une puissance diplomatique, économique, militaire et autres qui est en train de commencer avec ce qui est en train de se dessiner. Donc, si ce travail-là continue avec ça, il est sûr et certain que, d'après les sources, l'objectif est d'abord que Tshisekedi soit réélu en 2023 et que d'ici 2023, c'est stabiliser d'abord le pays pour que prendre le contrôle du pays. Et puis, à partir de 2023, à 2030, 2035, c'est pas loin, 10-20 ans, c'est pas loin. C'est comme à 2020, c'est pas loin. Donc, ils veulent devenir passer de là où ils étaient, ils vont venir de 3e ou 4e puissance économique et militaire d'Afrique. Après le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ils veulent être derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Et à partir de 2040, à peu près 40-50, ils vont passer soit à la 3e ou 2e puissance économique militaire d'Afrique. Et l'horizon 2050, ils pourront certainement devenir la première puissance diplomatique, économique et militaire d'Afrique. Donc ils sont déterminés. Donc vous voyez que dans l'assemblée là, j'ai vu des cerveaux comme moi, comme d'autres. Mais nous, au Congo, avec la France Afrique, ce n'est pas un pays France Afrique. Hein. C'est un pays qui a fut colonisé par les Belges. Et ils ont pris le contrôle. Là-bas, c'est les Américains et les Russes et les Chinois qui ont pris le contrôle. Mais nous, là où il y a la zone France Afrique, là où il y a tout, on s'en France. Mais c'est notre voisin. Mais nous, là, on est attachés, on n'a pas de marge de manœuvre en Afrique francophone, ou le zouk franco-français. Donc, chaque fois qu'il y a eu des bouleversements majeurs en République démocratique du Congo, il y a eu des impacts de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, c'est-à-dire la rive droite de chez nous. Donc, ce qui se passe là aura certainement des impacts d'ici peu sur le régime de Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso. On tient compte de la géopolitique, parce que nous avons aussi des histoires culturelles tout autour, c'est-à-dire tout au long du fleuve Congo, il y a des tribus des deux côtés. Jusqu'à toute la frontière, il y a des tribus qui sont voisines, donc en fonction des majorités. Des majorités tribales autres qui sont au pouvoir des deux côtés, donc il y a eu toujours des impacts. Donc ce qui se décide, il y a une volonté de mettre hors d'état de Denis Sassou Nguesso. Et donc, là, tout ce qui se décide, donc nous devons accompagner ça parce que, bon, pour nous, Congolais, Brazzaville, il faut savoir que cette opposition à Sassou Nguesso là, c'est égal à la coalition qui vient d'être désintégrée. Et pire encore, elle est pire. L'opposition congolaise de Brazzaville, c'est pire que ce qui était en RDC. Parce que depuis déjà 2015, vous voyez le nombre de gens qu'ils ont massacrés, Sassou Nguesso et cette opposition. Donc elle est grillée, démasquée. Donc elle est face à ses propres erreurs, face au deal qu'il a fait avec Sassou Nguesso et que le peuple congolais le regarde. Au sein de ce peuple, même de l'opposition ou pas, il y a des patriotes comme l'a eu en RDC. Mais est-ce que chez nous,
il y aura des gens qui vont dire non, ça ne sous pas d'élection 2021. On va le pousser comme on va là jusqu'à le pousser qu'il dégage et on prend le contrôle de notre pays parce que la RDC d'ici peu va prendre l'avance sur nous. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc nous n'est pas en guerre contre la RDC. Bien sûr, il y a l'ostracisme, il y a la xénophobie, beaucoup de gens qui sont contre la RDC dans notre pays parce que la République démocratique du Congo, les Aïwa, ils disent que nous sommes plus xénophobes contre eux que eux. Bon, ça on le sait, mais avec l'opération Bataille à Bakolo, que ça soit fait en 2014, que nous avons manifesté ici avec Jean-Martin Sali, avec les RCK, on a fait plein de trucs. On a fait aussi les marches des trucs contre les génocides des femmes dans l'Est. De la République démocratique du Congo. J'ai été de toutes ces manifestations depuis 2013 jusqu'à peu près 2017. On voyait toujours les photos avec les gars des Aïwa. Parce que nous, on était dans le panafricanisme. C'est-à-dire, Maya, pourquoi tu te retrouves chez les Aïwa là-bas? Non, mais opération Batamakolo, quand nous avons fait des manifestations à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, bon, c'était dans le cadre de cette communion. Donc, nous sommes là dans ces réflexions-là. Donc, il y a une dynamique qui est là, dans toute l'Afrique, et notamment dans la sous-région, qu'il faut mettre hors d'état de nuit ces mauvais-là. C'est-à-dire les Sassou Nguesso, les Mongols, les Biya, les débiles et tout ça. Nous avons déjà les Centrafrique qui peut être vraiment une bonne chose, mais la RDC va se transformer. L'Angola, qui est déjà malgré les tensions, mais l'Angola aussi pour que ces mauvais-là dégagent. Donc ils veulent mettre. Donc il y a toute une dynamique qui se construit et que l'Afrique est le terreau de tous les enjeux des grandes puissances qui vont se jouer là de maintenant. Tout le monde voit que l'Afrique va devenir le facteur de croissance. Et donc là, il y a toutes les grandes puissances qui sont derrière là. Et donc là, il y a quand même encore un bloc qui s'appelle le bloc francophone, que la France a construit un bloc, et que ce bloc-là est en train de se frontrer. Et donc en train de se frontrer. Et donc, quand les trucs sont faibles, donc, les autres pourront rentrer facilement. Et donc la France n'a pas su gérer. Et ce que nous appelons la France-Afrique des peuples, et pour anticiper comme l'ont fait les systèmes britanniques, l'isophones et autres, mais la France continue toujours à s'acharner contre son précaré, et qui aujourd'hui est quand même en difficulté. Et donc il y a des requins qui guettent, et donc la situation du monde va certainement se transformer pour l'intérêt de l'Afrique. Donc nous parlons de l'Afrique de demain, et que la République démocratique du Congo là, va devenir une puissance. Ça c'est sûr et certain que parce que parmi ces gens, il y a vraiment des nationalistes, des patriotes, donc ils ont comment. Donc nous les encourageons d'ailleurs. Et donc nous, au Congo, on est là encore là, dubitatif, mais les choses vont s'accélérer d'ici peu. Hein? Donc retenez bien, les choses vont s'accélérer. Et donc ça ne dépendra plus de cette classe politique-là. Elle aura des soucis. Parce que ce qu'elle a fait, c'est pire que ce que la coalition FCC cache à faire en République démocratique du Congo pendant les 2 ans de Joseph Kabila. Mais elle s'est ressaisie, elle est revenue vers le peuple, et donc ils sont en train de construire une dynamique nouvelle pour développer le pays et développer l'Afrique, et pour la respectabilité interraciale, puisque plus de pays africains seront développés, nous serons respectés comme les Chinois, comme les Indiens, comme autres, parce que ces pays sont développés. Et donc, je vous l'ai dit que tant que... regardez sur la vidéo que j'avais fait pendant l'opération Batamakolo, devant l'ambassade, à la croisement de la rue Paul Valéry et venu Victor Hugo dans le 16e à Paris, le 30 avril 2014, vous verrez la vidéo, j'avais dit, tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respect des institutions, des règles communes, en termes de l'intérêt général, en termes de plaisir, l'homme noir peut être riche, intelligent partout dans le monde, on ne sera jamais respecté. L'homme noir sera respecté au moment que l'Afrique sera debout, en termes de respect des fondamentaux de l'État, de l'intérêt général, du vivre ensemble, de plein de trucs qui sont là, qu'on voit, nous, ce qu'on voit comme ici, les fondamentaux de la société et de la civilisation. Donc on respecte les règles, les institutions, quand il y a le pays en danger, le peuple en danger, on se coalise contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mais là, au Congo, ils sont là, ils sont bloqués, ils sont là dans le mangeoire des dictateurs, qui est notre mortel qui va partir et nous laisser qu'une merde. En plus, il a semé que désolation dans ce pays, parce qu'il a un capital d'essai de plus de 1 million de morts dans un pays de 5 millions d'habitants. Non plus qu'il a aussi humilié beaucoup des Aïwa, qu'il a utilisé, bref. Donc, nous savions bien que nous sommes dans la dynamique de la transformation, que l'Afrique a besoin de tout le monde, et que s'il y a des esprits africains qui prennent des
des initiatives qu'on a vues dans le cadre de la coalition de l'unité sacrée ou de l'union sacrée ou de la nouvelle majorité, on ne peut que l'encourager. Et que nous sommes là dans la dynamique de la transformation de tout un continent. Et nous le commençons déjà à notre échelle du bassin du Congo, le plus riche du continent noir, et qui sera aussi le moteur du développement de l'Afrique. Parce que le 21e siècle sera africain. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.